Hervé Morin est l'invité d'ITélé ce matin. Bonjour et merci d'être avec nous. Il s'appelle Reda Cricket, il est français, il a 34 ans, on va voir sa photo dans un instant. Il préparait un attentat en France, il a été arrêté à Boulogne-Billancourt hier et dans la foulée des perquisitions ont été menées des opérations de déminage à Argenteuil où des armes et des explosifs qui lui appartiennent probablement ont été retrouvés. On a le sentiment que les terroristes peuvent à nouveau frapper à tout instant. La question est simple, est-ce que vous êtes inquiet ? Ce que dit tout le monde, en fait, c'est que ça n'est pas simplement une crise conjoncturelle ou une guerre conjoncturelle. C'est une guerre sur très, très longue durée, s'alimentant de différents phénomènes, la montée du djihadisme dans les pays du Moyen-Orient, en Afrique, l'incapacité pour notre pays d'avoir construit un mécanisme, un système d'intégration qui marche. Enfin bref, tout ça, on le connaît par cœur. Ce qui est sûr, c'est que à chaque fois qu'on a un succès, dans un pays, par exemple, on se dit au Mali, voilà, on a amélioré les choses. Mais en fait, c'est un peu comme une fourmilière. Vous mettez un coup de pied et les fourmis partent ailleurs. Et il y a de grands mécanismes de déstabilisation et à cela, il faut être capable d'y répondre. Et c'est pas simplement par la guerre. Je vais prendre un sujet qui me tient beaucoup à cœur. La Tunisie. La Tunisie, c'est le seul pays qu'on a appelé d'ailleurs, c'est pas vraiment le mot qu'il faudrait, le printemps arabe. Bon. C'est le seul pays qui est en train de réussir sa transition démocratique. C'est un point de stabilité extraordinaire. Ça pourrait être le début de la construction d'une autre relation entre les deux rives de la Méditerranée. Eh bien, les Européens sont incapables de faire un plan Marshall digne de ce nom pour permettre au peuple tunisien de réussir son processus démocratique. Le Maroc, qui est en train de devenir progressivement une monarchie parlementaire. Encore du temps, mais c'est le chemin que ça prend. Voilà deux pays sur lesquels on devrait être extrêmement attentif. Donc, il y a des sujets comme cela. Après, il y a les sujets de guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? La Libye, l'Irak, la Syrie. Sur le territoire français, et sur le territoire français, la lutte contre le terrorisme, elle est bien menée? Est-ce que vous avez le sentiment que... Voilà, je trouve assez fascinant les débats, comme je vous écoute régulièrement, en disant, voilà, il faut plus de travail sur les métadonnées, sur le renseignement digital, etc. La vraie question, c'est le renseignement humain. C'est le traitement du renseignement. C'est le suivi du renseignement. C'est comment vous êtes en capacité d'arriver à suivre 24 heures sur 24 un type que vous estimez dangereux. C'est comment vous faites en sorte que ce type qui, pendant 6 mois ou 9 mois, disparaît des écrans radars, revient. Et ça, vous voyez bien que vous pourrez mettre... On va vous dire, il y a beaucoup de dysfonctionnements, forcément, dans un système de ce genre. Mais... derrière ça, vous voyez bien que face à l'hydre, vous n'arriverez jamais à mettre assez de moyens d'État pour se dire on est tranquille, on peut prendre le métro sans aucun risque. Alors, Salah Abdeslam, lui, il a été arrêté. On a appris finalement hier qu'il voulait revenir en France le plus vite possible. Alors, ça provoque... Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence? Non, je veux dire, bon, voilà... qu'il soit en Belgique ou en France, l'essentiel c'est qu'il soit à l'abri. Autant qu'il soit jugé. Ça faut qu'il le soit. Par la justice française. Du coup, ça a provoqué un débat sur la perpétuité de mort, même. Et sur la peine de mort. Xavier Bertrand a même dit hier que lui, il n'aurait pas voté la peine de mort en 80. Vous avez déjà posé cette question, qui est presque une question philosophique. Qu'est-ce qu'on aurait fait en 1981? Est-ce qu'on aurait voté la peine de mort? Vous auriez voté, vous? Ah, mais moi, je l'aurais voté. L'abolition? Oui, bien sûr. L'abolition, ça, sans aucun doute. Vous n'avez pas de doute là-dessus? Non, je sais qu'à titre personnel, il m'arriverait un drame, un de mes enfants, etc. Mon envie de mort, mon envie de vengeance est éternelle et inextinguible. Ce qui veut dire clairement que, voilà, ça... Mais un État, une société ne doit pas donner la mort. Ça, pour moi, c'est une évidence absolue. Sur la perpétuité réelle ou effective qui a été défendue par Nathalie Kosciusko-Morizet, quelle est votre position? Est-ce qu'il faut changer la règle? On rappelle qu'aujourd'hui, il y a 30 ans de sûreté. Hein. C'est au fond le maximum garanti, j'allais dire. 30 ans de sûreté, c'est... moi, je pense que voilà, je vois bien. C'est très difficile de dire ça parce qu'on sait qu'on est à contre-courant de l'opinion. L'opinion a envie de dire, voilà, on le laisse aux frais jusqu'à la fin de leur jour, en quelque sorte. Non.
En même temps, moi qui ai visité beaucoup de prisons, qui étaient membre des commissions d'enquête sur les prisons, demander au système pénitentiaire de mettre en place un système dans lequel jamais le type ne sortira, je pense que c'est faire erreur. Je pense que quand vous avez 30 ans, mais même mettons 35 ans, ça donne des délais de sûreté qui fait que quand vous sortez de là, vous n'êtes plus le même. Bien sûr. Et donc c'est vrai que, bien entendu, quand vous dites ça, vous êtes à contre-courant. Alors c'est beaucoup plus facile de dire il nous faut une peine définitive et le type ne sortira jamais. En vérité, si on veut bien réfléchir, quand vous sortez au bout de 30 ans ou 35 ans et que vous avez 25 ans, vous en avez 60, vous n'êtes forcément pas le même. Je m'adresse maintenant directement à l'ancien ministre de la Défense. Est-ce que la réponse militaire aujourd'hui dans notre combat face à Daesh est appropriée? Pour être encore plus précis, est-ce qu'il faut frapper davantage avec nos avions en Syrie, en Irak? Aller plus loin? Est-ce qu'il faut reconsidérer avec ces attentats qui se multiplient l'intervention au sol? Est-ce qu'on pourrait déjà savoir précisément où on en est? Est-ce qu'on pourrait avoir une vision réelle, objective du rapport de force? Vous trouvez qu'on n'a pas assez d'informations aujourd'hui? Qu'il y a une opacité? Il y a de l'opacité. Est-ce que, en effet, Daesh recule comme on nous l'explique? Oui. Bon, non, mais moi j'ai connu la même chose sur l'Afghanistan quand j'étais ministre de la Défense. Je vois encore le général Petraeus et tout l'aréopage des militaires et des généraux de l'OTAN nous expliquer qu'on était en train de gagner la guerre. Quand on discutait avec les militaires français, on comprenait que l'affaire, elle n'était pas aussi simple que ça. Ouais. Chez nous, ça allait à peu près dans les zones du ressort des militaires français, mais qu'il y avait des zones dans lesquelles rien n'était sous contrôle. On avait un discours et puis il y avait une réalité. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que déjà, on ait du gouvernement un état très précis du rapport de force aujourd'hui. Ça nous aiderait pour réfléchir. Et à mon sens, on pourra toujours frapper militairement par la voie aérienne, ça ne suffira jamais pour régler cette question. Je ne le crois pas. Et donc, il y aura un moment ou un autre, il faudra bien reprendre le sol. Reprendre le sol, soit directement, soit indirectement, en soutenant les forces irakiennes, en mettant en place des moyens de formation, des moyens militaires, des moyens qui permettent de reprendre le terrain. Mais je ne crois absolument pas qu'il suffit d'envoyer des Rafales ou des F-16 pour que l'affaire soit réglée. Il faudra aller au sol à un moment ou un autre. Sans aucun doute. Vous êtes convaincu de cela? C'est pas la France, hein, on est bien d'accord. Une coalition internationale très large avec les pays arabes. Avec les pays arabes. Vous parliez à l'instant de l'Afghanistan. La Libye. Regardez la une du Figaro ce matin. J'ai pas mes lunettes. La nouvelle là, menace. ça va, je lis. La nouvelle menace. Si vous êtes assez loin, ça va, je vois. 800 000 migrants attendent de traverser la Méditerranée vers l'Europe. Est-ce que là aussi, il faut repenser à une éventuelle intervention en Libye? La Libye, c'est un vaste pays. Vaste pays déchiré, avec plusieurs capitales, des zones qui sont le cœur du djihadisme. C'est pas, ça mérite qu'on regarde ça de près, parce que c'est pas une opération à 10 000 hommes, c'est des opérations à 100 000 ou à 150 000 hommes. Donc de toute façon, il y a déjà une chose simple, ça peut pas se faire sans les Américains. Et j'en profite pour dire quelque chose. Au moment où l'Europe vit de telles inquiétudes, est-ce qu'un jour les Européens pourraient enfin se prendre leurs responsabilités? On a totalement désarmé. Totalement. Il n'y a plus que 2 pays qui font des efforts. La France et l'Angleterre. Et les Anglais ne veulent pas que ce soit dans le cadre européen. Et tous les autres ont démissionné et ils ont confié leur sécurité aux Américains. Il y a quand même quelque chose d'assez ahurissant. La première puissance, ou presque économique, du monde est un nain politique, un nain militaire, est un espace dans lequel on confie notre sécurité et notre protection pour des décennies aux autres et aux autres qui regardent. C'est parce qu'ils ne sont pas concernés? Parce qu'il n'y a pas eu, bien heureusement pour eux, pas d'attaques terroristes sur leur sol? Parce qu'il y a eu une espèce de démission dans un certain nombre de pays, dont l'Allemagne en tête, et que ça nous amène là, et qu'il y a besoin d'un moment où on finit par se dire les Européens doivent prendre leur sécurité par eux-mêmes. L'actualité en France,
avec la loi travail qui suscite encore beaucoup de controverses, beaucoup de critiques, des manifestations. On va regarder ensemble ce qui s'est passé hier à Paris avec l'image, je ne sais pas si vous l'avez vu, de ce lycéen qui est très clairement molesté, frappé même par un membre des forces de l'ordre. Ça vous a choqué, ces images? Bah, c'est pas le boulot, non. Personne ne peut accepter ça, ça ne fait pas de doute. Donc vous condamnez ce qui s'est passé très, très clairement. Sur le fond, vous en pensez quoi de cette loi? Le gouvernement a-t-il raison de rester ferme? Sur le fond, je voudrais partir des chiffres de chômage d'hier. Oui. Si vous voulez 2 secondes vous arrêter, combien de Français, de près ou de loin, sont concernés par Pôle emploi? Combien? A, B, C, Outre-mer, à peu près un quart de la population active. Un quart. On dit qu'on a tout essayé. En vérité, on n'a pas tout essayé, du tout. Un quart, bon, le taux de chômage, c'est 10%. Non, mais 25, si vous prenez les A, les B, les C, l'Outre-mer, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup, souvent on sort l'Outre-mer, mais l'Outre-mer, c'est bien la France, bien. Il y a 25%, près d'un quart. Et les chiffres, je n'exagère pas, je veux dire, c'est pas... Et derrière ça, on nous dit, mais finalement, il ne faut rien faire. Qu'est-ce qu'il y a de plus déstructurant pour la société française? C'est le chômage. Et donc, ce que je dis, c'est qu'au contraire, il faut regarder simplement ce qui se fait ailleurs. Chacun a son modèle. Il y a les Anglais, le leur, probablement pas difficile à faire en France. Il y a l'Allemagne, il y a les pays scandinaves. Il y a des pays scandinaves qui ont le plein emploi aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de faire évoluer le système. Et puis tout le monde vous le dit. C'est la rigidité du droit du travail qui empêche, non pas massivement, mais qui empêche une partie de la création d'emplois. On a besoin de cette loi, on a besoin de transformer. Le monde économique est un monde qui exige la rapidité. De ce qui reste de cette loi, non? Oui, ben on verra ce qu'il en restera. Moi, j'étais parti dans l'idée de la voter. Si je constate qu'il n'y a plus rien, ben, on en tirera les conséquences. Mais en même temps, il y a quelque chose de positif dans cette histoire-là. C'est qu'il y a 5 ans ou 6 ans, si vous demandiez à un socialiste flexibilité du droit du travail, il vous disait ça jamais, c'était des gros mots, etc. Que Manuel Valls puisse dire, 1, j'ai confiance aux entreprises. Nouveau chez les socialistes. Et 2, il faut de la souplesse et de la flexibilité, c'est qu'on voit bien que la réforme est désormais possible en France. C'est ça l'intérêt. Comme on est un an d'élection présidentielle, on peut se dire qu'en 2017, les choses pourront enfin se faire. Mais j'ajoute que ça veut dire quelque chose pour ceux qui arriveront. Moi, je ne serai pas ni député, ni au gouvernement, parce que je suis heureux dans ma région. Mais ça veut dire qu'il faut que tout soit prêt. Il faut que le jour de l'alternance, autant que le fond, il y a la forme qui compte. La problématique, c'est la méthodologie et la forme. Et donc, il faut que le gouvernement qui arrive en juin 2017, tout soit prêt. Et qu'on fasse siéger le Parlement jour et nuit, même au mois d'août, même le 15 août, et que les textes soient votés dans les 4 mois avec des ordonnances, s'il le faut, mais que les choses soient en route. Et qu'on ne mette pas 3 mois avant de lancer la machine gouvernementale. Avec quelle majorité? Il nous reste 2 minutes, Hervé Morin. Avec quelle majorité? Et si je vous dis il reste 2 minutes, essayons de nous extraire quelques instants de l'actualité immédiate. Et posons-nous la question, et vous vous l'êtes forcément déjà posée, vu votre position sur l'échiquier politique, de ces fameuses alliances qui pourraient exister un jour entre certaines personnes du PS, des centristes, des gens, des républicains. Est-ce que ça, c'est un fantasme ou est-ce que c'est quelque chose qui peut exister un jour, c'est-à-dire un changement complet, finalement, des mentalités même? C'est ce que je dis depuis des semaines. Parce que alors on en est où? Le paradoxe de la progression du Front National, c'est que ça va nous permettre de sortir du système bipolaire. On avait des gens qui étaient sur les mêmes rives, qui avaient des accords et des alliances qui les empêchaient à un moment ou à un autre de travailler ensemble. Désormais, vous avez une chose simple, c'est qu'au soir du premier tour, vous allez avoir quelqu'un qui va être face à Marine Le Pen. Et qui ne sera élu que par la coalition des autres. Et lui aura cette responsabilité historique, c'est enfin de permettre le mouvement politique dont la France a besoin. Non pas une coalition, mais la construction d'un grand parti central, pas centriste, central, parce que grand et centriste, grand parti centriste, ça va malheureusement pas souvent ensemble, depuis la mort de l'UDF. Et donc, ce qu'il faut, c'est un grand parti central, que d'ailleurs annonce Manuel Valls. Quand Manuel Valls dit qu'il y a 2 gauches irréconciliables, c'est bien la preuve qu'il dit, le PS peut plus être avec le Front de gauche aujourd'hui, on n'a plus rien à faire ensemble. Et on sait bien que, finalement, entre les sociodémocrates qui ont enfin fait leur bas de Godesberg
et une partie des Républicains qui disent on est prêt à voter la loi El Khomri. Tous ces gens-là, finalement, pensent la même chose. Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est simplement le fait que les jeux de pouvoir empêchent cette construction-là. Et il y a un homme qui va être au soir du premier tour, face à Marine Le Pen, et qui va avoir ce moment de dire aux gens, allez, on va bosser ensemble et on va avoir un socle populaire qui représente à peu près 6 Français sur 10, qui va venir avec nous pour transformer la France. Vous direz oui ce soir-là? Ah, j'espère que celui des Républicains qui sera au second tour de la présidentielle aura le sens historique qui avait manqué malheureusement à Jacques Chirac en 2002. Et si c'est François Hollande qui est face à... Ah non, ça c'est un cauchemar. Parce que Hollande a tellement été mauvais qu'on ne peut pas imaginer qu'il puisse être à nouveau président de la République. Politiquement, philosophiquement, les sociodémocrates, tout ça, lui, c'est lui. Mais il est mauvais en tout. Ouais. Il a été... On ne peut pas avoir eu président de la République plus affligeant depuis 1958. Donc, pitié, on peut peut-être éviter François Hollande. Faites-nous au moins... évitez-nous ce cauchemar. Merci beaucoup Hervé Morin, merci d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous. Tout de suite, Amandine Bégaud.